Docteur Jérôme Palazzolo, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes psychiatre. Alors, on vient de voir donc ce sujet sur les phobies, ça concerne quand même un Français sur 10 et surtout des femmes. Pourquoi les femmes? Alors, on ne sait pas trop. Par contre, c'est vrai que ce sont des données épidémiologiques, c'est-à-dire qu'en fait, il y a à peu près 2 femmes pour 3 phobiques à peu près en France. C'est vrai que les femmes consultent plus aussi, c'est-à-dire que les femmes prennent plus conscience de la pathologie, prennent plus conscience du fait qu'elles souffrent par rapport à cette pathologie, et donc peut-être qu'elles sont un peu plus décomplexées aussi d'aller voir le psychiatre. Alors à quel moment, parce que finalement on a tous des peurs, à quel moment une peur, on va dire raisonnée ou raisonnable, bascule et devient vraiment une phobie? Je pense qu'il faut être clair, c'est-à-dire une phobie, ça commence à devenir pathologique à partir du moment où ça pourrit la vie de la personne. C'est-à-dire que des phobies, on en a tous. En gros, on a tous peur des araignées, des serpents. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est l'impact que ça va avoir sur la qualité de vie de la personne. C'est-à-dire, en gros, voilà, moi je suis à Nice, si j'ai la phobie des mygales, ça ne va pas me gêner plus que ça. En principe. Donc en fait, il faut voir l'impact que ça va avoir sur la qualité de vie et surtout si ça induit une souffrance chez la personne. Et à partir du moment où ça induit une souffrance, c'est là où effectivement on va consulter, c'est là où effectivement on fait l'effort de se traiter. Est-ce qu'il y a un facteur déclenchant, toujours? Pas nécessairement. On prenait l'exemple de la phobie des mygales. A priori, je ne pense pas que vous aimiez beaucoup les araignées. Pourtant, je ne pense pas que vous ayez été en contact avec une mygale. En fait, la phobie au départ, c'est un mécanisme de défense. Généralement, on va avoir peur de quelque chose qui peut nous être nocif. Ça commence à devenir problématique lorsque cette phobie va toucher notre vie quotidienne. Quelqu'un qui va avoir peur, comme on l'a vu dans le reportage, de la voiture. Quelqu'un qui va avoir peur de la foule. Quelqu'un qui va avoir peur de vomir. Là, ça commence à entraîner une souffrance au niveau du quotidien. Est-ce qu'il y a des phobies très fréquentes, l'agoraphobie par exemple? Est-ce que c'est la plus fréquente? Alors, c'est une des phobies les plus fréquentes. La phobie de la voiture est une phobie aussi qui est très fréquente. Tout ce qui va être claustrophobie. Mais après, toutes les phobies peuvent se retrouver. J'avais eu le cas d'une patiente qui avait la phobie des concombres. Des concombres? Elle ne pouvait plus aller au marché, Non. faute de voir un concombre et d'être en panique par rapport à ça. On peut avoir une phobie qui va se baser sur n'importe quel objet, n'importe quel élément, à partir du moment où on considère que cet objet, cet élément, va être dangereux pour nous. Et on ne l'explique pas. Là, dans le cas du concombre, il n'y a pas d'explication. Il n'y avait pas d'explication particulière. Est-ce qu'il y en a des plus tenaces ou plus graves aussi? Ça va être grave à partir du moment où il y a un gros impact sur la qualité de vie. Je vous donne un exemple, on va dire la phobie des pigeons. Ça existe. Oui. A priori, on va dire c'est pas bien grave. Sauf que une ville comme Paris, par exemple, où il y a pas mal de pigeons, il y a des personnes qui vont avoir la phobie des pigeons et qui ne vont plus oser sortir de chez elles parce que elles ont peur de croiser un pigeon ou quelque chose de cet ordre-là. Moi, j'ai la phobie du vide, le vertige. Ah. A priori, dans mon métier de psychiatre, ça ne va pas me gêner, donc je ne vais pas me soigner spécifiquement par rapport à ça. Par contre, j'ai des personnes qui sont venues me consulter pour la même phobie, mais par exemple, ces personnes travaillaient chez EDF sur les lignes à haute tension. Oui. Donc le problème, c'est que ça avait un impact sur leur travail, elles ne pouvaient plus travailler. Alors, une fois que la personne est consciente de sa phobie, qu'elle fait la démarche d'aller voir donc un médecin, qu'elle vient vous voir, comment vous pouvez traiter? Ça, je pense que c'est un point important à souligner, c'est que la phobie est une des pathologies qui se traite le mieux en psychiatrie. C'est-à-dire qu'en fait, une phobie, il faut la traiter au niveau de ses 3 origines. Il y a 3 origines dans le cas d'une phobie. Biologique, psychologique et environnementale. Au niveau biologique, pour faire simple, vous savez que le cerveau est constitué de cellules nerveuses qu'on appelle les neurones. Les neurones entre eux communiquent, ils s'envoient des messages. Si on a un groupe de neurones qui est ici, qui va envoyer un message à un groupe de neurones qui est là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sécréter une substance, un messager, qu'on appelle un neurotransmetteur. Dans le cerveau, des neurotransmetteurs, on en a plein. Mais il y en a un qui va nous intéresser dans le cadre des phobies, c'est un neurotransmetteur qui s'appelle la sérotonine. Et dans le cas des phobies, cette sérotonine, elle est effondrée. Donc, on va proposer un traitement qui généralement est un traitement antidépresseur, mais en fait, on ne va pas utiliser l'antidépresseur en tant qu'antidépresseur, mais en tant que traitement sérotoninergique. L'objectif étant de rebooster les batteries en sérotonine du cerveau, pour déjà arriver à stabiliser les choses au niveau biologique. Deuxième élément, on va traiter au niveau psychologique. Alors au niveau psychologique, il faut savoir que la phobie, c'est une peur sans objet. Et cette personne va être dans un évitement par rapport à cette situation.
On le voyait dans le reportage, dans les 3 cas, à chaque fois, la situation est redoutée et est évitée. Et dans le cadre des phobies, il y a une prise en charge qui fonctionne très bien, qui s'appelle les thérapies comportementales et cognitives. Et dans ce cadre-là, on va proposer à la personne d'éviter. Donc Et on va la confronter à cette... on va la confronter aux situations... À ce qui l'angoisse et à ce qui... Exactement, on va la confronter à ce qui l'angoisse, mais on va y aller de manière progressive et toujours à son rythme. Et puis on va travailler sur les pensées associées au comportement. Exemple de l'agoraphobie, c'est la peur de faire un malaise dans un endroit où on ne peut pas être secouru, ou alors la peur de faire un malaise dans un endroit d'où on ne peut pas s'extraire tout de suite. Grand magasin, éloignement du domicile, etc. Donc au niveau de la thérapie, on va commencer au départ par des méthodes de relaxation. On va permettre à la personne de s'apaiser, de travailler sur ses pensées, de prendre du recul par rapport à tout ça. Ensuite, on va essayer de voir pourquoi ces pensées sont présentes. Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'elle redoute? Et une fois qu'on a travaillé sur ces pensées, que la personne finalement est armée, eh bien on va lui proposer de s'affronter à diverses situations que la personne aura elle-même listées. Et elle aura listé ces situations de manière hiérarchique. Par exemple, aller faire son marché, par exemple, etc. C'est-à-dire que c'est la personne qui va essayer de mesurer les endroits ou les situations dans lesquelles elle est le plus angoissée. Mais ce traitement-là, ça dure combien de temps? Et c'est un traitement qui généralement est bref. En moyenne, on compte à peu près une quinzaine de séances. Le jour où, on prend le cas de l'agoraphobie, vous arrivez à aller faire les courses dans un grand magasin un samedi après-midi, ben on considère que la thérapie sera terminée. Mais ça, c'est un contrat qu'on passe avec le patient. Et est-ce qu'on peut être vraiment guéri? Alors, on peut être tout à fait guéri parce que, en fait, on va travailler dans un contexte qui est un contexte de renforcement positif. C'est quoi le renforcement positif? C'est, je fais un effort pour affronter une situation, je vois que ça marche, donc j'ai un retour positif par rapport à l'effort que j'ai fait, et donc ça va me motiver pour continuer dans les expositions, c'est comme ça que ça s'appelle, aux situations concrètes. D'accord. Alors, au début de l'émission, on a vu un premier sujet qui touchait plutôt les comportements alimentaires, l'anorexie, la boulimie. Est-ce que ça relève aussi de la phobie? Alors, ça relève pas vraiment de la phobie. Par contre, on retrouve le triptyque que j'évoquais tout à l'heure, le biologique, le psychologique et l'environnemental. Alors, au niveau biologique, dans le cas des troubles des conduites alimentaires, ce n'est pas la sérotonine qui est impliquée, mais c'est un autre neurotransmetteur qui s'appelle la dopamine. Au niveau psychologique, il y a aussi une vulnérabilité psychologique et en particulier un mode de renforcement là aussi, puisqu'on l'a vu dans le cadre du reportage, la personne qui souffre de boulimie explique qu'elle ressent un grand plaisir lorsqu'elle a sa crise. Eh bien, dans ce cadre-là, il va falloir essayer de travailler sur cette notion-là, sur la notion de plaisir. Est-ce qu'on ne peut pas développer le plaisir dans un autre comportement plutôt que de manger et de se remplir? Et également au niveau environnemental, on va essayer d'analyser un peu l'environnement de la personne. Est-ce qu'il y a des facteurs de stress qui déclenchent la pathologie? Est-ce qu'il y a des antécédents? Donc c'est là où vraiment il faut agir, mais quel que soit le trouble psychiatrique à la rigueur, toujours sur le trépied. Si on agit qu'à un seul niveau, il y a peu de chances que ça marche. Et en général, quand vos patients vous consultent, comment se comporte l'entourage? Alors l'entourage, il est important qu'il soit impliqué aussi dans la prise en charge. Là aussi, on l'a vu dans le reportage. Le problème de l'entourage, c'est que parfois, si ce n'est la plupart du temps, une pathologie psychiatrique, ça ne se voit pas. Quelque part, si demain, je rentre chez moi et que j'ai le bras cassé, ma femme ne va pas me dire bah, « tiens, descends les poubelles » ou bouge un meuble ». Maintenant, si je suis chez moi et que je suis dépressif, que je suis phobique, que j'ai des troubles des conduites alimentaires, mon entourage aura tendance à me dire « bouge-toi, remue-toi, essaye de passer dessus ». Fais des choses. Et le problème, c'est que dans ce cas-là, ce n'est pas que je ne veux pas faire les choses, c'est que je ne peux pas faire les choses. Donc l'objectif, c'est effectivement d'expliquer à l'entourage que cet entourage va avoir un rôle majeur à jouer en essayant d'aider la personne, de la soutenir. Pas de faire les choses à sa place. On n'est pas dans l'assistanat, on est dans le soutien. Mais on n'est pas non plus dans la banalisation. Donc en fait, il faut trouver le juste milieu dans ce contexte-là. Quel conseil justement? Alors, j'allais dire peut-être pour l'entourage, pour qu'il supporte mieux ça. Alors, moi, le premier conseil que je donne à l'entourage, c'est de rester à sa place. C'est-à-dire que le mari, la femme, les parents, les enfants sont le mari, la femme, les parents ou les enfants.
ce ne sont pas les thérapeutes, ce ne sont pas les infirmiers, ce ne sont pas les psychanalystes. L'objectif, c'est de rester à sa place, c'est-à-dire lorsque la personne qui fait sa phobie commence à saturer son entourage, il est important que l'entourage le dise. Et il ne faut pas hésiter à dire, écoute, là, tu me gonfles. Je veux dire, d'arriver à poser les choses. Maintenant, ce qui peut être intéressant aussi pour l'entourage qui vraiment sature, c'est que lui-même soit aidé. Parce qu'on retrouve parfois de véritables comportements dépressifs chez l'entourage. Est-ce que justement l'entourage doit consulter le même médecin qui soigne la phobie? Alors, c'est possible, ça ne pose pas de problème particulier. Maintenant, tout dépend dans quelle dynamique il va consulter le médecin. Est-ce qu'il consulte le médecin pour savoir comment se comporter par rapport aux phobiques, ou est-ce qu'il consulte le médecin dans le cadre d'un épisode dépressif parce que vraiment il est effondré? Donc la dynamique sera différente. Merci beaucoup, docteur, d'avoir été avec nous pour les dossiers de Teva. C'était vraiment passionnant. Merci à vous de nous avoir suivis. Fin de notre émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro des dossiers de Teva. Au revoir.